Bonjour, vous écoutez le podcast Il était 4 fois l'entrée des coulisses, produit par l'association La Danse des mots, Théâtre et Compagnie. Si vous désirez découvrir ce qui se passe derrière le rideau d'une scène de spectacle et écouter des artistes raconter leurs secrets, vous êtes au bon endroit. Ce podcast donne la parole à des artistes de théâtre, bien sûr, de musique, de danse, d'art en tout genre, au gré des opportunités. Je suis Isabelle S. de la compagnie La Danse des mots et je serai votre guide dans les coulisses. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode, le premier de la saison 3 de l'entrée des coulisses. Ça faisait un moment qu'on n'avait pas partagé nos dimanches matins ensemble. Eh bien hop, c'est reparti, on va pouvoir reprendre les bonnes habitudes. La saison 3 s'annonce belle avec des invités éclectiques, comme d'habitude, aux univers très différents. Ils ont beaucoup de choses à nous transmettre et à nous faire découvrir. Alors, pour débuter la saison, quel est le programme dans ce premier épisode ? Derrière la première porte des coulisses, nous allons nous intéresser au Festival d'Avignon côté artiste. Alors oui, je sais bien, le Festival d'Avignon est passé, c'était cet été, mais pour les artistes, le prochain Avignon 2023 se prépare dès maintenant, en septembre. Nous allons donc découvrir les coulisses du festival pour une compagnie de théâtre, les enjeux, les difficultés, et il y en a, vous allez l'entendre, mais aussi les succès. Et pour cela, nous aurons une invitée, Élise Giuliani, comédienne, pour témoigner de son expérience plutôt fructueuse à Avignon avec son One Woman Show, Une belle bourrine. Derrière la deuxième porte des coulisses, nous allons quitter Avignon pour la région parisienne, quoique, vous l'entendrez un peu plus loin, et nous allons découvrir le théâtre d'improvisation avec Robin Guéguen, qui est comédien et aussi professeur de théâtre d'improvisation, entre autres. Vous allez découvrir les origines de cette discipline, ses techniques de jeu et aussi tous les bienfaits de sa pratique. Et je peux vous assurer, Robin en parle très très bien. Et pour terminer notre visite des coulisses, nous allons ouvrir la troisième et dernière porte, derrière laquelle nous retrouvons Marion Lorgnay, la fondatrice de Théâtre en 1001 lieux. Alors d'habitude, Marion, dans sa rubrique, nous parle des aspects méconnus du théâtre, de la petite histoire dans la grande histoire du théâtre. Eh bien, pas cette fois-ci. Et non, pour la reprise, elle va nous partager son expérience en tant que spectatrice, en tant que festivalière du Festival d'Avignon. Et oui, c'est presque un épisode thématique. Presque, mais en fait pas tout à fait, mais presque. Allez-y, en coulisses. La 76e édition du Festival d'Avignon s'est déroulée cette année du 7 au 26 juillet et jusqu'au 30 juillet pour le Festival Off. C'est ce festival-là dont nous allons vous parler aujourd'hui en abordant les coulisses vécues par les compagnies. Jean Vilar. Alors, Jean Vilar. C'est le fondateur du Festival d'Avignon qui a créé en 1947. Alors Jean Vilar, pour moi, c'est l'été 68, c'est la première fois que je venais à Avignon. Il paraît qu'il a fait autre chose que du jardinage, du théâtre à l'occasion, c'est ça Alors oui, on peut dire ça. En 1947, Jean Vilar crée le Festival d'Avignon. En fait, c'est à l'occasion d'une exposition d'art contemporain organisée par Christian Zervos, qui était critique et collectionneur d'art, et le poète René Char, que Jean Vilar est invité à présenter une de ses pièces. Il va d'abord refuser, et puis il va accepter en proposant 3 pièces en création. Richard II, de Shakespeare, qui n'avait jamais été joué en France jusqu'alors, la pièce Toby et Sarah de Paul Claudel et La terrasse de midi de Maurice Clavel. Aujourd'hui, le Festival d'Avignon est devenu une institution pilotée par une association, Avignon Festival Compagnie, avec à sa tête
un directeur qui jusqu'en 2022 était Olivier Py. Le festival est financé par la ville d'Avignon, les collectivités locales et le ministère de la Culture. Alors ce festival, il a connu plusieurs phases, plusieurs directions et il est devenu un festival international, le plus grand festival de théâtre au monde. Et pour les artistes, y jouer leur spectacle, c'est à la fois un rêve et un énorme risque. Le fameux festival d'Avignon dit IN cohabite depuis 1966 avec le festival dit OFF. Ce festival naît de l'euphorie libertaire pré-mai 68 et il est lancé par le metteur en scène André Benedetto. C'est une contestation à une critique déjà présente à l'époque, disant que le Festival d'Avignon est un festival de théâtre beaucoup trop élitiste. Et ce festival OFF va vraiment prendre son envol en 1971 avec 38 spectacles dans 12 lieux différents. Sans son OFF, le festival IN ne serait pas le même. Et pourtant, il s'oppose par bien des aspects. L'un défend le théâtre public avec des subventions publiques, l'autre défend le théâtre privé avec beaucoup d'autofinancement. Quelques chiffres en 2022, 1570 spectacles présentés, dont 1068 d'entre eux présentés pour la première fois sur scène. 137 théâtres et lieux d'accueil, 1 million d'entrées. Alors le IN et le OFF indissociables s'opposent sur beaucoup d'aspects que l'on ne va pas décliner dans cet épisode, mais ce que l'on peut dire, c'est qu'à la racine, ils partagent encore le désir de Jean Vilar, sa volonté d'offrir du théâtre populaire au sens noble du terme, de le délivrer de ses carcans, de le démocratiser, tout en alliant qualité et plaisir. C'est chouette hein, le festival d'Avignon. Juillet à Avignon, c'est un vrai festival. Des prix de location, t'aurais pas 10 000 balles. Studio très bien situé, à Vaison-la-Romaine. Surface 9 mètres carrés, 500 € la semaine. Tout est normal. À Avignon, tout est normal. Alors, parlons un peu des conditions de travail et de création des compagnies qui décident de participer au Festival d'Avignon. Pour les compagnies et les artistes du spectacle vivant, Avignon, c'est le festival incontournable. Si cette aventure est à la fois une aventure artistique, une aventure humaine, elle est aussi une aventure financière très cruelle, dont peu de compagnies sont capables de se relever, même en faisant salle pleine. La légende dit même qu'un quart des compagnies abandonnent le festival au bout de quelques jours. Alors, pourquoi des compagnies prennent-elles le risque d'aller jouer au Festival d'Avignon ? Pourquoi tu as fait ça ? Eh oui, pourquoi l'artiste ? Pourquoi tu fais ça ? D'abord pour rencontrer le public, mais surtout pour vendre des dates de représentation ou de tournée, pour rencontrer des programmateurs, pour nouer des contacts. Vendre des dates, c'est le nerf de la guerre. Cela veut dire décrocher la vente de son spectacle par une structure qui donc va payer pour programmer ce spectacle, payer les artistes, la communication, la technique, la logistique, transport, repas, habitation, etc. Mais pour décrocher ces contrats, il faut que les programmateurs viennent voir le spectacle. On dit qu'un bon Avignon se réalise sur 2 ans. Le temps que le spectacle tourne un peu, se fasse connaître, parce que les programmateurs se basent beaucoup sur la réputation du spectacle, à Paris notamment, sur le bouche à oreille, et quand ils arrivent à Avignon, ils savent souvent ce qu'ils vont voir. Si une compagnie ou un artiste ne décroche aucune vente, ou s'il ne décroche pas assez de ventes, même en faisant salle comble. Les 2 prochaines années seront des années très difficiles. Des années qui pourront même faire en sorte que la compagnie meure, disparaisse, mette la clé sous la porte. Parce qu'il faut absorber le déficit budgétaire, même si on vend. Même si on vend, il va falloir résister pendant 1 ou 2 ans parce que les programmations achetées ne seront effectives que l'année suivant le festival, voire encore l'année d'après. Et vendre des spectacles, c'est devenu de plus en plus difficile. Les programmateurs sont
assaillis, ils sont sursollicités et leur budget de programmation ont diminué. Ils sont donc beaucoup plus frileux, moins enclins à aller vers de la nouveauté, vers ce qu'ils ne connaissent pas ou peu. Ils prennent peu de risques en fait. Et puis l'offre est extravagante, extrêmement abondante. Un festival d'Avignon, cela se prépare dès le mois de septembre. Et oui, nous sommes en septembre et chères compagnies, chers artistes, c'est maintenant que vous devez préparer votre festival d'Avignon 2023. Première étape, il faut louer une salle et de préférence un théâtre et non pas un des multiples lieux qui apparaissent comme par enchantement, des cafés, des restaurants, des écoles, des arrière-cours de magasins, de garages ou que sais-je encore. Il faut donc trouver un théâtre et si possible un théâtre repéré, c'est-à-dire qui est suivi par un public d'habitués, ce public qui va représenter donc un public potentiel pendant le festival. Une fois donc la salle trouvée, il va falloir verser des arts, négocier l'heure de représentation, les conditions techniques, bref, négocier tous les différents aspects du contrat. Concrètement, il faut compter un coût de 100 € par fauteuil. Ce coût pouvant monter jusqu'à 200 € par fauteuil. Donc imaginez, pour louer une salle de 100 places, vous allez devoir débourser 10 000 € pour jouer pendant 4 semaines. À cela s'ajoutent effectivement les frais de communication, parce qu'il va falloir faire le plein de flyers et d'affiches, le coût du transport, l'hébergement et les repas sur place. Et pour les plus riches, peut-être s'offrir le cachet des artistes que l'on va pouvoir payer, les services d'une attachée de presse qui sont assez indispensables si on veut vraiment se faire repérer, payer des hôtes ou des hôtesses de billetterie, des distributions de flyers, des techniciens, du matériel. Le off devient l'ogre qui dévore ses petits et peu de compagnies y survivent. Le festival off ne s'adapte pas du tout aux contraintes économiques auxquelles doivent faire face les compagnies. Le coût de l'hébergement, le coût de la restauration a explosé, et pas seulement pour les compagnies, pour les festivaliers aussi, et les programmateurs. Et puis, les conditions de travail des artistes sont souvent très difficiles. Par exemple, certains théâtres reçoivent jusqu'à 10 représentations par jour. Donc, ils exigent le montage et le démontage des spectacles en 10 minutes. Cela suppose qu'on ne peut pas présenter le spectacle sous sa forme originelle, mais plutôt sous une forme adaptée, donc plus courte. Certains théâtres, par exemple, ne fournissent pas le matériel, comme par exemple les projecteurs. Donc, les compagnies doivent soit s'en passer, ce qui dénature quand même leur création, soit ils doivent employer un technicien, et cela, nous l'avons vu, cela a un coût. Certains artistes doivent aussi parfois se costumer, se maquiller dans la rue, parce qu'il n'y a pas de loge. Voilà. Donc les compagnies sont confrontées à des conditions de création et de représentation vraiment peu confortables. C'est pourquoi, en 2018, est née la Fédération des spectacles vivants, les Sentinelles. Cette fédération a été créée pour protéger, pour aider, pour accompagner les compagnies de spectacles vivants au Festival d'Avignon. Les membres de cette fédération de compagnies se battent pour que les conditions de travail et de représentation soient plus confortables et plus justes aussi. Un pour tous et tous pour un. Alors oui, un pour tous et tous pour un, parce que c'est aussi une question de solidarité de notre part à nous, les spectateurs et spectatrices, nous, les prochains festivaliers du Festival Off d'Avignon. Qu'est-ce que nous pouvons faire ? Parce que, en ce qui concerne la consommation en général et la consommation de spectacles, nous avons un pouvoir. Nous avons le pouvoir de défendre l'éthique. Ça, c'est dans nos cordes. Comment faire ? Eh bien, en nous renseignant,
en nous renseignant sur les théâtres et les lieux vertueux, ces lieux qui respectent les artistes et qui leur permettent de jouer dans des conditions agréables, confortables. L'idée, c'est de récompenser les lieux qui respectent la qualité de création, plus que les profits. Pour proposer un autre regard bien plus positif que tout ce que je viens de vous raconter, j'ai contacté une jeune artiste, Élise Giuliani. Elle a participé au festival cette année, Côté Scène. Écoutons-la et découvrez-la aussi. Rien à voir, mais j'ai mes chats qui sont rentrés dans mon bureau. Donc, moi, j'ai mon chat qui vient de poser par terre. Voilà. Ça commence à être Voilà, donc j'en ai un qui miaule à la porte et l'autre qui se frotte sur un truc. Je vais juste, faire les mettre ailleurs parce que dans l'enregistrement, c'est pas terrible. Bonjour, je m'appelle Élise Giuliani, je suis actrice et humoriste. Alors, Élise, vous êtes à l'affiche du Seul en scène, du One Woman Show, un spectacle qui a l'air plutôt dynamique et décapant, qui s'appelle la Belle Bourrine, un peu ch'ti, un peu italienne, un peu déjantée. Est-ce que c'est un peu vous tout ça, Élise ? Oh bah oui, complètement. Je pense que quand on écrit un premier spectacle, on a tous envie de parler beaucoup de soi. C'est un peu souvent les humoristes disent que le premier spectacle, c'est le spectacle un peu autobiographique où on révèle plein de choses. Et donc, complètement, je parle de cette double origine un petit peu improbable, moitié ch'ti, moitié italienne, et du fait d'avoir grandi dans cette double culture qui n'est pas supposée aller bien ensemble. Bon, mais que vous arrivez à faire, peut-être à rabibocher sur scène, non, pas forcément. Oui, puis de toute façon, moi, je suis très fière de mes deux origines. C'est finalement deux territoires. Il y a énormément d'amour. Alors on va dire l'amour dans le cœur côté la chaleur humaine côté nord et la chaleur humaine côté sud et la chaleur dans la météo également du sud de l'Italie. Mais en gros, ce sont quand même deux origines où l'amour de l'autre et le côté convivial existent. Donc autant les faire cohabiter plutôt que détester ces clichés. Alors, je sais que vous avez déjà écrit un précédent spectacle. Est-ce que vous l'aviez écrit déjà seul ? Est-ce que celui-ci, vous l'avez écrit seul aussi ? Comment ça s'est passé l'écriture ? Alors, en fait, le précédent spectacle, c'est finalement celui qui a donné ce spectacle actuel. Ah, d'accord. En réalité, j'ai fait l'école du One Man Show et pendant l'école, j'ai écrit plein de sketchs qui... bout à bout, j'ai voulu en faire un spectacle, etc. Mais au fur et à mesure de ce travail-là, je me suis rendu compte que je parlais quand même de quelque chose qui avait un gros fil rouge, c'est-à-dire ma famille et cette double origine. Donc finalement, j'ai repris des choses de ce premier spectacle, mais qui n'avait jamais été joué finalement, à part bout séparé. Et du coup, ça m'a permis de créer ce spectacle-là, qui s'appelle Une Belle Bourrine, et qui a vraiment un fil conducteur et quelque chose de beaucoup plus cohérent. Donc, je l'ai écrit seule. J'ai fait plusieurs représentations, étant vraiment toute seule également à la mise en scène. Et depuis janvier, je suis accompagnée par Quentin Célin, qui est metteur en scène et qui m'aide aussi sur la coécriture de certains passages pour avoir un peu de recul, ce qui n'est pas évident quand on est dans le seul en scène. Donc, il m'aide à pimper des vannes et avoir ce recul nécessaire. Et ce spectacle, il est conçu pour faire rire. Oui. Voilà, mais peut-être pas seulement. Oui, alors c'est vraiment un spectacle qui a vocation à être drôle. En tout cas, les retours, les avis du public le confirment, donc ouf, parce que c'était quand même le but. J'ai pas la prétention du tout de passer un quelconque message poétique ou engagé, etc. Mais finalement, au fur et à mesure des représentations et de la réécriture de certains blocs, je me suis rendu compte que j'avais envie quand même de passer plus de messages que lors de la V1 du texte. Donc, il y a un peu de message quand même sur, par exemple, la place de la femme, sur justement les clichés dont je parlais tout à l'heure. On a tendance un peu, en tout cas certaines personnes ont tendance un peu dénigrer la province au profit de la capitale, qui est un peu le Graal de la culture, etc. Alors qu'en fait,
heureusement que la France, c'est pas seulement Paris. Paris, c'est super, mais il y a quand même tout le reste. Donc, je parle aussi de ça. Je parle effectivement aussi de ce que c'était. J'ai grandi avec une famille donc italienne qui m'a beaucoup parlé de ce que c'était l'immigration. Ma mère a quand même pas mal subi de moqueries à l'école. Elle a dû vraiment s'intégrer. Donc finalement, c'est des choses que je prenais vraiment avec légèreté. Et plus j'ai écrit et plus j'ai joué, plus je me suis dit mais en fait j'ai quand même un propos. Donc effectivement, c'est drôle, mais il y a aussi des choses touchantes. Et justement, je suis encore en train de réécrire des bouts. J'aime vraiment le faire évoluer. Et là, je pense qu'à partir de la rentrée, il y a vraiment quelque chose d'un peu plus d'émotion. Il y a un petit peu des moments plus touchants. Notamment, je parle de ma grand-mère qui a été vraiment une femme d'une énorme inspiration pour moi. Donc, vous avez participé au Festival d'Avignon cette année. Eh oui. C'était la première fois qu'il était joué sur scène, du coup, ce spectacle ? Alors moi, je l'ai joué à Paris depuis octobre 2021. Donc, je l'ai joué pas mal de fois avant de le présenter à Avignon. En revanche, c'était la première fois qu'il était présenté à Avignon. C'était mon premier Avignon, à la fois en tant que spectatrice. En fait, à la base, je devais venir en tant que spectatrice. Oui. Et finalement, j'ai eu l'opportunité d'y faire mon spectacle. Donc, vu que je suis plutôt fonceuse et je déteste dire non à des opportunités, je me suis dit, de toute façon, je vais venir. Donc, autant jouer. Et du coup, j'ai fait la deuxième moitié du festival en programmation. En fait, on s'est partagé les dates avec une autre compagnie. D'accord. Et donc, moi, j'ai pris la deuxième moitié du festival et lui, la première moitié du festival. Et donc, je l'ai joué tous les jours là-bas. Et ça a été... finalement, j'ai fait autant de représentations en un festival qu'en une saison de programmation hebdomadaire. Donc, c'était très, très bénéfique et source de beaucoup d'enseignements. Ouais, donc on va essayer d'en parler un petit peu, de voir un petit peu ce qui se passait derrière ces coulisses de ce festival-là. Donc, comment vous avez préparé Avignon, du coup au niveau logistique déjà, parce qu'il faut un hébergement, il faut des repas, il faut un transport. Au niveau artistique aussi, est-ce qu'il a fallu adapter le spectacle ? Comment ça s'est passé, cette préparation ? Eh ben, vu qu'à la base, je devais venir simplement en tant que spectatrice, j'avais pris un logement avec quelques potes, un camping, pas du tout dans Avignon, pour vraiment être à la route. Et voilà, de toute façon, on allait juste en profiter pour aller voir des spectacles. Sauf que, à partir du moment où la programmation a été validée, là, je me suis dit, déjà, il faut que j'ai un logement beaucoup plus long, parce que là, j'allais venir juste 5 jours avec des amis, donc il fallait que je me trouve un logement pour 15 jours, un peu plus que 15 jours, que j'organise toute la logistique. Donc j'ai un peu bricolé, j'ai trouvé un logement pour vraiment toute la fin du festival, donc sur Airbnb. Évidemment, ça représente un coût non négligeable parce que quand j'ai réservé au mois de mai, évidemment tout le monde avait déjà pris son logement, donc ça a été une petite galère. Mais bon, j'ai trouvé quelque chose de pas trop mal, et surtout sur le début du festival, je n'avais pas du tout de logement, donc ça a été de l'incruste chez des amis d'amis pour le début du festival. Donc, mes premières dates de spectacle, elles ont été faites de façon, on va dire, où mes conditions personnelles et de confort n'étaient pas là. Donc, clairement, je l'ai démarré avec les conditions les plus rudes possibles. Et puis, au moins, ça permettait de bien profiter après d'avoir un logement dans Avignon et de ne pas être en logistique très compliqué, parce que de ne pas être logé dans Avignon, ça c'est note à moi-même et note aux autres compagnies pour l'an prochain, surtout prendre un logement dans Avignon. Ouais, sinon c'est un peu compliqué, les allers-retours, tout ça, c'est pas confortable. Dans quel théâtre, du coup, vous avez joué ? Alors, j'ai joué au théâtre Les Étoiles, qui est un théâtre assez récent à Avignon. Je crois qu'il doit exister depuis 3 ans, quelque chose comme ça seulement. Donc, puis en plus, il y a eu le Covid, etc. Donc, finalement, il a fait peu d'Avignon. C'est du coup un théâtre hyper neuf. Donc, ça, c'est vraiment génial parce que la qualité du son est géniale. C'est hyper bien sonorisé. J'ai un spectacle qui a quand même beaucoup, beaucoup de son et de vidéos et de lumière et d'effets de lumière. D'accord. Donc, rien que pour ça, il fallait quand même un théâtre dont l'environnement soit quand même assez bien fini. Donc là, j'ai eu la chance d'avoir ce théâtre-là. C'est l'équivalent avignonnais du Passage vers les étoiles qui existe à Paris. Oui. Donc, ce qui a permis aussi de rencontrer les gens de ce théâtre-là à Paris pour faire un peu cette signature de programmation un peu express, vu qu'elle s'est faite un peu tardivement. D'accord. Et super théâtre qui est hyper bien situé, rue Guillaume Puy. Il y a 2 salles.
Et ça peut paraître bête, mais en fait, pour proposer un spectacle à un public, c'est chouette parce qu'il y a des vrais sièges, on est hyper bien installés, les conditions sont top, c'est climatisé. Et en fait, moi, avant le festival, je me dis, bon, c'est du détail. Sauf qu'en réalité, franchement, pour le public qui doit subir du 40 degrés et enchaîner 30 spectacles par jour, franchement, ça fait la différence. Ah oui, j'imagine, oui. Et donc, du coup, vous-même, vous étiez bien installé artistiquement? Est-ce que vous aviez une loge? Est-ce que vous aviez des temps de répétition? Ouais, sincèrement, alors, Avignon, il faut savoir que ça s'enchaîne. Les spectacles, on doit vraiment avoir la discipline de savoir installer et ranger sa mise en place très rapidement. Donc, ça, pour le coup, ça a été vraiment un apprentissage qu'on a dû faire. On a dû vraiment se préparer pour ça. Moi, à Paris, je jouais souvent, j'avais plus d'une demi-heure de temps disponible pour me préparer avant et on va dire 15 minutes après, ce qui n'était pas du tout le cas à Avignon, où vraiment il y a ce besoin finalement d'optimiser les programmations et d'enchaîner les spectacles. Donc ça a été un peu sport sur la première, mais une fois que la première était faite, on avait bien déroulé le petit protocole avec mon régisseur. Au niveau du confort, une fois qu'on joue, franchement c'est top. Loge directement qui donne sur la scène, qui est bien fermée mais qui est très accessible pour la scène. Après, donc vraiment des très bonnes conditions. Puis c'est vraiment ça a l'avantage d'être un lieu très neuf. Donc tout est encore très très bien, en très très bon état. Donc non, au niveau, une fois dans le théâtre, moi j'étais bien. J'étais mieux au théâtre que dans mes petites vadrouilles avant d'avoir mon logement dans la ville. Est-ce que vous aviez une petite équipe avec vous? Parce que on a cette image au Festival d'Avignon de toutes ces distributions de flyers, ce tractage, etc. Je pense que parfois on peut pas être toujours, quand on a les moyens, être au four et au moulin. Est-ce que vous aviez cette chance-là? Alors moi j'ai eu de la chance d'être accompagnée en fait mon équipe on était 2, mais finalement 2 c'est énorme. Un duo d'équipe. Parce que j'étais en solo et franchement être 2 ça fait toute la différence. Donc j'ai été avec mon régisseur qui est aussi mon manager. Donc, voilà, on est quand même encore une petite structure donc tout est très familial. On aime beaucoup le multitasking. Donc je suis partie à Avignon avec mon régisseur qui m'a permis aussi, qui a pris aussi le rôle de flyer avec moi. Super. Donc on allait flyer, on a développé plusieurs stratégies. Soit j'allais moi tracter toute seule, soit lui tout seul de son côté. On a essayé à 2. Donc on a testé plusieurs stratégies, mais j'avoue que l'aide ça a été énorme parce qu'effectivement on peut pas être au four et au moulin. Et faut vraiment, la plus grande leçon que je retiens d'Avignon, c'est d'optimiser le temps, d'être efficace. Chaque demi-heure compte. Et dès qu'on peut aller rencontrer les gens dans la rue, il faut le faire parce que plus on fly, plus on tracte, plus on a de spectateurs et plus on prend le temps d'afficher aussi. Il y a des endroits stratégiques. En le faisant de manière en bonne collaboration avec les autres compagnies, parce qu'on voit quand même quelques compagnies qui se permettent de mettre leurs affiches sur celles des autres, et ça, c'est quelque chose que je me refuse de faire. Donc voilà, il faut quand même... Enfin, je suis très contente de ne pas être allée toute seule. Rien que pour décupler le temps et être présent à 2 endroits en même temps, c'était très, très bénéfique. Et donc, j'en profite pour remercier François Le Bélanger qui m'a énormément aidée sur ce festival. Et au niveau communication, comment ça s'est passé? Parce que les programmateurs, il faut aussi réussir à les toucher. Comment vous êtes débrouillés pour cette partie-là? Alors, en fait, ce qui a permis de faire la différence et d'avoir la confiance du programmateur, c'est que le spectacle, je le jouais depuis octobre à Paris, ce qui est finalement pas tant que ça en durée, mais j'ai eu beaucoup d'avis biréducs, donc ça a quand même permis de susciter une certaine confiance et des avis positifs. Donc là, je crois que je suis à 175 avis, alors ça veut dire pas grand-chose, mais en fait, sur un one-man show, c'est quand même pas mal. C'est pas mal, oui. Donc j'étais très contente d'avoir ça qui donne une espèce de caution. J'ai envoyé des vidéos de captation de mes représentations à Paris pour aussi montrer que ça se passait bien. Et je l'ai fait aussi, en fait, vu que je me suis partagé les dates avec une autre compagnie, j'ai pu aussi bénéficier de la recommandation de cette compagnie qui était venue voir le spectacle à Paris, etc. Donc ça a vraiment fonctionné à la confiance, avec des rendez-vous physiques à Paris avec le programmateur. Et puis, vu que je suis une ancienne communicante, je m'en suis servi. Tout sert dans la vie, tous les anciens métiers servent. Et vu que moi, j'étais vraiment en com dans mon ancienne vie, je m'en suis beaucoup servi pour préparer Avignon, à la fois pour
convaincre les gens de venir, et une fois sur place pour avoir un maximum de public aussi. Ah, super, très bien. Mais apparemment, ça a porté ses fruits, alors. Sincèrement, je suis très contente parce que Ouais. vu que c'était mon premier Avignon sur un spectacle qui finalement existe depuis relativement peu de temps, je m'étais fixé quelques objectifs, mais j'y allais un petit peu à l'aveugle en me disant, avec des objectifs très modestes, on va dire. Oui. Et je suis très contente parce qu'ils ont vraiment été concrétisés. Moi, j'ai très bien rempli sur toutes les dates. Il y a eu plusieurs dates complètes. Pareil pour le One Man Show, il y en a énormément à Avignon. C'est pas évident de remplir par rapport à des spectacles, on va dire, plus conventionnels. Donc, j'ai très bien rempli. Un autre de mes objectifs, et qui est important quand on fait Avignon, c'est d'avoir des pros. Donc, j'ai réussi à avoir au moins un pro à chacune des dates. Et sincèrement, c'était des objectifs que je m'étais fixés un peu en bonus. Je me suis dit, bon, si ça marche, tant mieux. Sincèrement, mon objectif était voilà, que le spectacle marche bien, qu'il y ait des bons retours du public, Ouais. et de perdre un minimum d'argent. Finalement, Bien sûr. j'arrive à rembourser au moins ma location de salle. Donc ça, c'est plutôt un objectif. C'est plutôt pas mal, ça, déjà, Ouais. parce que c'est Ouais. un gros budget. ça, je suis très rassurée. Ouais. Ok, Je suis un peu super. moins endettée que ce que je craignais. Et du coup, est-ce que c'est différent de jouer à Avignon par Ouais, rapport à énormément. Paris? Moi, je trouve que c'est très, très, très différent le public d'Avignon a cette espèce de course, je le trouve, à l'efficacité une hyper exigence, alors qui existe aussi à Paris, mais là, vu qu'ils sont dans la comparaison immédiate, Oui. ils sortent d'un spectacle, ils vont en voir un autre après, tout est très frais dans la tête, et du coup, la comparaison avec les autres spectacles se fait immédiatement. Donc, c'est un public, en plus, qui est quand même souvent assez professionnel. Bon, il y a les grands fans de théâtre qui viennent, mais il y a aussi beaucoup de public, que ce soit des producteurs, des programmateurs, ou des comédiens qui sont un peu curieux, qui vont voir d'autres spectacles. Du coup, il y a une grande part du public qui est beaucoup dans l'analyse du spectacle, pas en simple spectateur. Donc déjà, ça fait que c'est un rapport avec la salle qui est un peu différent. Et puis, pour le public qui est juste là en fan et pas professionnel, il y a aussi cette découverte. En fait, souvent, les gens vont voir un spectacle à Avignon parce que l'affiche leur a plu, ou parce qu'on est allé les tracter dans la rue, ou parce qu'ils ont feuilleté le catalogue. Il y avait, je crois, plus de 1500 spectacles cette année. Donc, le choix des spectateurs se fait évidemment avec des critères il y a une grosse part de hasard pour ça. Donc, c'est quand même des gens qui viennent sans nous connaître. Ce qui est différent de Paris, où le bouche à oreille avait eu lieu, et où, du coup, les gens qui venaient me voir avaient entendu parler du spectacle. Donc, rien que ça, c'est une énorme différence fais tes preuves, on ne te connaît pas, vas-y, Élise, fais-nous rire. Ouais. C'est différent de Paris, D'accord. Et ça vous a plu, en tout cas? Ça vous a plu? J'avais un peu l'appréhension de me dire, ok, est-ce qu'un public qui ne connaît pas pourra entrer dans le délire, parce que le spectacle est quand même assez déjanté. Ouais. J'ai vraiment contente, parce qu'il y a beaucoup de personnes du public qui m'ont écrit spontanément après pour me dire qu'ils avaient passé un super moment, qu'ils s'étaient marrés énormément. Et en fait, c'est, je pense, toutes les petites choses en com cumulées qui permettent aussi que ça marche bien. L'affiche, elle est plutôt bien perçue. Je me suis quand même débrouillée avec mon régisseur pour être visible à pas mal d'endroits. J'ai donné des sous-bocs des dessous de verre, dessous de verre à bière dans les bars pour être un petit peu visible un peu partout. Donc voilà, j'ai essayé de multiplier, et ça, ces petites présences à l'esprit un peu à différents endroits, a permis à pas mal de gens de se dire, quand je les croisais dans la rue, souvent me disaient, ah oui, j'ai vu, j'ai entendu parler, j'ai vu l'affiche. Et donc ça, je pense que ça aide. Ah bah oui, carrément, ça a dû pas mal aider. Est-ce que vous avez le projet d'y retourner à Avignon avec ce spectacle-là? Je suppose, oui, pas avec un autre. Ouais, un grand oui, ça a été décidé quasiment en direct pendant le festival. En fait, on constate aussi que beaucoup de spectacles reviennent 2, 3, voire 4 à Avignon à la suite, et ça permet aussi de créer une espèce de sentiment de confiance, notamment auprès des pros qui se disent, ah oui, je l'ai déjà vu, elle revient, c'est que le spectacle fonctionne. Et donc ça, c'est évident, il faut que je revienne avec le même spectacle l'année prochaine. Pour le coup, sur tout le festival, là, vu que c'était mon premier festival, je me suis dit, allez, faire la moitié, c'est déjà bien. Et effectivement, je pense que c'était une très bonne idée de faire que la moitié. Mais là, maintenant,
tous ces enseignements, ça sera pour tout le festival l'année prochaine, avec toujours une belle bourrine. Donc là, je commence déjà à regarder dans quel théâtre ça serait possible. On va pas revenir dans le même théâtre que moi j'ai beaucoup aimé. Donc, c'est complètement dans tous les petits projets du moment. Là, dès septembre, il faudra vraiment contacter un maximum de théâtres. Et puis, cette année, j'étais aussi à Avignon avec une pièce qui s'appelle Les Entretiens d'embauche. Donc là, j'avais quelques dates en plus de mon one-man show, donc c'était pas mal aussi pour rester en état de faire plein de choses. Et là, cette année, je commence en septembre L'Arnaqueuse, qui a été un des succès d'Avignon de cette année. Et donc, a priori, je serai donc parmi les comédiennes en alternance pour Avignon 2023, avec L'Arnaqueuse de Tom Trondel. Donc, si tout se passe bien d'ici là, normalement, je serai à Avignon au moins avec mon spectacle Une belle bourrine et avec L'Arnaqueuse. Ah c'est chouette, dis donc. Ouais, super. Prochain été de venir au moins déjà dans le viseur. Ouais, carrément. Ok. Et là, pour cette rentrée à Paris, donc le projet, c'est donc La Belle Bourrine, qui se joue où ? Alors, donc Une belle bourrine qui va se jouer tous les jeudis au Beau Saint-Martin. Donc c'est vers République, c'est un super théâtre où beaucoup de joli monde est passé. Donc je suis très contente d'être dans ce théâtre-là. Donc, tous les jeudis, ça va être aussi le test de passer en programmation maintenant dans la semaine, parce qu'à Paris, jusqu'à présent, on était programmé le samedi soir. Ouais. Donc ça va être autre chose. Je commence L'Arnaqueuse en tournée avec Tom Trondel, en tournée en France. Et en fait, je prépare un deuxième seul en scène. Donc, grosse rentrée. Donc, celui-ci va être en date un peu exceptionnelle, le temps de le roder. Il s'appelle Sois toi et t'es belle. Donc, c'est évidemment de l'humour, mais il y a un peu plus un message qui porte notamment sur mon ancien métier. Moi, j'ai beaucoup travaillé dans le monde de la beauté et du luxe, qui est pas du tout un univers tendre. Et donc, j'en parle beaucoup dans ce spectacle-là, avec humour. Mais donc, c'est préparation très active là sur le mois d'août pour espérer faire déjà des showcases fin septembre. Et il est certain qu'il y a un showcase, en tout cas déjà calé à Lyon mi-octobre. Donc, j'ai pas le choix, faut qu'il soit prêt. Dis donc, ça va être actif tout ça, hein. Super. Oui. Je déteste m'ennuyer, donc au moins là, c'est tout l'inverse. Et pour conclure cette rubrique autour du Festival Off d'Avignon, connaissez-vous le festival A-Out ? Non ? Eh bien, c'est le Festival de théâtre amateur d'Avignon. Ce festival a été initié par le Théâtre des Vents en 2013. La 10e édition a eu lieu du 6 au 13 août. Et pour vraiment conclure, pour refermer cette première porte des coulisses, je vous mets en description de cet épisode les liens suivants. Celui du site Les Sentinelles, le lien pour réserver le spectacle d'Élise Giuliani, un lien billet réduc, et des liens YouTube d'une chaîne qui s'appelle Profession Spectacle, où vous allez trouver différentes petites vidéos qui parlent, qui montrent et qui donnent la parole à des artistes côté coulisses du Festival d'Avignon. Voilà, là, on peut passer à la prochaine porte. Ouvrons la deuxième porte des coulisses et derrière cette porte se tient le premier invité du premier épisode de la saison 3 de l'entrée des coulisses, c'est Robin Guéguen. J'ai rencontré Robin au cours d'un stage d'initiation au mime, stage que Robin dirigeait, et j'ai eu envie de lui donner la parole. Et bien m'en a pris, parce que Robin a beaucoup de choses à transmettre, tellement que pour une fois, je n'ai pas su comment couper des passages de notre conversation. Et non. Alors, souvent, je ne garde pas l'intégralité d'une interview, pour différentes raisons. La plus importante étant qu'il faut garder un équilibre entre les différentes rubriques de notre mini-émission. Je dois donc souvent renoncer à certains passages. Et là, quand je me suis occupée du montage, impossible. Alors, je vous propose de faire la connaissance de Robin Guéguen en 2 parties. La première qui va suivre et la seconde au prochain épisode. D'abord, on va faire sa connaissance en abordant le théâtre d'improvisation.
personnellement, le théâtre d'improvisation, je connais peu. Et j'étais, pleine d'a priori. Et Robin en parle très bien. Il nous apprend énormément de choses sur cette discipline artistique, ses origines, ses formes, ses modes de création, etc. Bref, notre échange a été très riche. Il a eu lieu cet été, lui en vacances sur la Côte d'Azur, moi à Paris, avec parfois des bruits urbains au loin. On entend trop les cigales, mais non. Éloigné des arbres, donc ça va. Sinon ça va. C'est pas grave. Bonjour, je m'appelle Robin Guéguen, je suis comédien, metteur en scène et formateur, spécialisé en improvisation théâtrale. Alors Robin, quand j'ai préparé un petit peu cette interview, je suis donc allée sur ton site qui est très très complet. On trouve plein de choses et on trouve notamment une mini présentation de toi où il est noté ingénieur PhD. Qu'est-ce que c'est ingénieur PhD? J'avoue que j'ai pas compris ce que c'était personnellement. En fait, c'est ingénieur PhD. PhD, ça veut dire que j'ai un doctorat, en fait, que j'ai fait une thèse. Oui. Donc voilà, j'ai passé 3 ans à travailler. Donc moi, c'était une thèse en mathématiques appliquées. D'accord, très bien. Donc tu as eu une vie avant en docteur en mathématiques, diplômé de Polytechnique apparemment. Et du coup, moi je me suis posé la question au départ, quelle était ton ambition professionnelle? Alors moi, j'ai toujours eu la passion du spectacle, voilà, de l'art en général. Une passion qui est née en fait en colo, parce qu'il y avait beaucoup de spectacles, j'ai fait beaucoup de cirque. Et moi, dans l'idée, c'était de pouvoir travailler là-dedans, dans le monde du spectacle. Mais comme j'étais assez doué en maths, en physique, etc., bah, la voie qui s'est tracée devant moi, c'était la voie scientifique. Donc j'ai fait voilà, une école prépa, une école d'ingénieur. Et puis mon but, c'était de travailler dans les lasers, les hologrammes, voilà, tout ce qui pouvait mixer la technologie et le spectacle. Et en fait, bah, au fur et à mesure des années de pratique, je me suis rendu compte que la réalité, c'était pas vraiment celle que j'avais imaginée à la base. Oui. Donc, en fait, quand on est ingénieur, quand on travaille là-dedans, on passe beaucoup de temps derrière un ordinateur, beaucoup de temps dans des laboratoires, des choses comme ça, et très peu de temps à faire du spectacle. Donc, oui. je me suis dit, en fait, ma vraie passion, c'est pas tout à fait ça. Et voilà, avec les opportunités, comme j'ai commencé à donner des cours d'impro, à faire beaucoup d'impro, bah, j'ai migré doucement vers le côté comédien et puis surtout formateur. D'accord, ok. Tu as fait une rencontre, je crois que si j'ai bien lu, à Nice, qui est ta ville natale, tu as fait une rencontre avec ce que tu as noté comme étant le théâtre à texte. Donc ça veut dire que tu as commencé par faire du théâtre classique, entre guillemets? Oui. J'ai commencé, en fait, au baccalauréat, j'ai pris l'option théâtre. Ah oui. Donc, j'ai travaillé au théâtre de Nice, qui est un beau théâtre. Donc, voilà, à l'option théâtre, on avait des cours, on avait des pièces à voir, des analyses à faire, et puis on devait justement apprendre des scènes, jouer ces scènes et noter là-dessus. Donc, ma première approche, en effet, du théâtre en tant que tel, c'était avec l'option bac à Nice. Et c'est une expérience qui t'a plu? Ouais, c'était chouette. En fait, je savais, ça faisait un moment que ça me trottait dans la tête, donc là, je l'avais fait pour vraiment découvrir le monde du théâtre. Et après, j'ai fait une prépa, donc j'ai plus eu le temps de faire ça. Mais mon objectif, c'était vraiment de pouvoir reprendre après en école d'ingénieur. Et il n'y avait pas de théâtre, il y avait que de l'impro. Bah, du coup, j'ai fait je vais faire de l'impro parce qu'il n'y a pas de théâtre. D'accord. Et c'est là que je suis tombé dedans complètement et que j'ai plus pu arrêter après. D'accord, donc c'est comme ça que tu as découvert le théâtre d'impro, presque par défaut en fait. Ouais, c'est ça, en fait je connaissais pas du tout. Ouais. Et à l'époque, vu que c'était en 2008, c'était quand même assez peu répandu. Il y en avait, en fait la plupart des gens en faisaient justement comme ça dans les écoles, où là ça se répandait quoi, parce que c'était surtout des matchs d'impro. Oui. Et donc voilà, je l'ai connu comme ça, et voilà, par défaut un peu, ouais. Oui, oui. Mais c'était, en fait, c'était une très bonne opportunité parce que je trouve que ça me correspond beaucoup plus. L'impro,
spontanéité, se lâcher prise. Le côté aussi mettre en scène, scénariser et jouer en même temps. C'est très complet, c'est très polyvalent, c'est quelque chose qui me plaît. Oui. Alors, pour les personnes qui vont écouter ce podcast et qui ne connaîtraient peut-être pas ce qu'est exactement le théâtre d'impro, théâtre d'improvisation, est-ce que tu peux nous le définir ? Le théâtre d'impro, globalement, c'est faire du théâtre, mais sans apprendre de texte. Donc, c'est jouer des histoires qui peuvent être courtes ou longues. Donc voilà, il peut y avoir des histoires de 20-30 secondes, comme des histoires de plusieurs heures. Le tout sans texte, donc il faut arriver à scénariser, donc faire du storytelling, c'est-à-dire raconter une histoire avec une certaine structure. Il faut le mettre en scène parce que on démarre sur une scène vide avec une page blanche, donc il faut le mettre en scène dans l'espace, etc., avec les relations, et puis après il faut jouer les personnages, le jeu, quoi, différents jeux. Donc il y a tout sur l'écoute, sur comment on rebondit sur les propositions, comment on accepte et on renforce les propositions. Ton expérience du théâtre à texte, est-ce que ça t'a servi pour faire ce théâtre d'impro ? Oui, bien sûr. En fait, il faut vite se mettre dans l'acceptation, dans le lâcher prise. Donc, il faut oser. Voilà, c'est surtout ça. Théâtre à texte, déjà, ça apprend à faire ça. Ça apprend à envoyer sur scène, à oser faire des choses, à jouer. Et puis après, il y a toute la partie technique sur l'articulation, sur la présence, sur le corporel. Donc oui, ça, bien sûr. En fait, c'est deux disciplines qui sont très différentes, mais qui utilisent des outils communs. Des outils communs. Oui. Alors, moi, j'avoue que je connaissais très peu le théâtre d'improvisation. Je le connais d'ailleurs encore très mal. Et dans l'inconscient collectif, j'ai l'impression que quand on dit théâtre d'improvisation, on voit quelque chose de très américain, avec un ring, un arbitre, deux équipes qui s'affrontent sur des thématiques, etc. Est-ce que c'est ça aussi le théâtre d'improvisation ? Est-ce que c'est ce que tu pratiques ici ? Ouais, donc là tu fais référence au match d'impro. Oui. En effet, en France, on a beaucoup cette image de match d'impro pour deux raisons. Premièrement, donc le match d'impro, ça a été créé par Robert Gravel et Yvon Leduc au Québec dans les années 70. Et c'est ça qui a explosé après dans le monde francophone en termes de discipline d'improvisation. Les premiers spectacles d'impro en France sont sur le match d'impro. Donc le match d'impro, c'est vraiment déployé en France. Et pendant des années, il y a eu quasiment que ça comme spectacle qui ont été joués. Quasiment que des matchs d'impro. Mais le match d'impro, c'est un type de spectacle d'improvisation très particulier qui mélange le hockey sur glace et le théâtre. Parce que pourquoi ? Au Québec, ils avaient envie de faire venir les gens dans les salles et que les gens préféraient aller voir du sport que du théâtre. Donc ils se sont dit, tu vas faire du hockey sur glace, mais avec du théâtre dedans. C'est original. Il y a une grosse patinoire en bois qui fait tout le tour de la scène. Il y a les joueurs qui sont en maillot de hockey, il y a un arbitre avec un maillot, qui a un palais pour lancer, qui donne des contraintes de jeu, qui donne des thèmes, qui donne des temps. Et après, les joueurs, une équipe contre une autre équipe, vont s'affronter pour faire la meilleure histoire, en tout cas faire transcender le public qui, lui, vote à la fin pour décider son équipe préférée. D'accord. Et donc ça, en vrai, des années, il y a eu quasiment que ça en France, donc on a beaucoup cette image. Oui. Deuxièmement, c'est que ce qui est un peu médiatisé, c'est aussi ça. Il y a par exemple Jamel Debbouze qui fait un gros travail là-dessus, parce que lui, il est né de cette discipline du match d'impro, à Trappes. Donc il en fait un peu la promotion, comme il est célèbre, il en fait parler. Il y a François Hollande qui est allé voir un match. Très récemment, il y a eu première fois qu'il y a eu de l'improvisation à la Comédie Française. C'est un tournoi de match d'impro où il y avait du grand monde, Brigitte Macron, etc., qui étaient là pour mettre en valeur l'improvisation, l'art de l'impro. Et ça passe beaucoup par le match d'impro. D'accord. Ok, donc c'est une forme en fait du théâtre d'impro. Et sinon, il y a une autre forme, pas sous forme de match justement. Ouais, alors quand on va voir un spectacle d'impro, on peut s'attendre à tout et n'importe quoi. Parce que l'avantage de l'impro, c'est que tout est possible. Oui.
il n'y a absolument aucune règle. Il y a plein d'outils qui permettent de faire des choses très 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 bien, mais par contre, on peut casser toutes les règles et faire une chose et son contraire, et ça marche quand même. Donc, tu peux aller voir un spectacle en solo d'improvisation, un one-man show improvisé, tu peux aller voir une comédie musicale improvisée, tu peux aller voir des matchs, tu peux aller voir des cabarets, tu peux aller voir des formats longs, c'est-à-dire des impros de environ 1 heure, quoi. Plus. Tu peux aller voir des impros courts, des formats courts où là, c'est un enchaînement de scènes. Tu peux aller voir des formats à l'américaine où là, ils utilisent des jeux d'impro qui développent. Souvent, tu as quand même des suggestions du public. Oui. Ça existe des spectacles où ils démarrent de rien et ils prennent aucune suggestion. Ouais. Mais dans quand même 98% des spectacles d'impro, le public donne des suggestions. Ce qui permet aussi de prouver que c'est pas écrit à l'avance. Oui. En général, on demande au public des suggestions ou des contraintes de jeu, des choses qui permettent vraiment de montrer qu'on est sur l'instant présent. Parce que voilà, souvent les gens peuvent se dire c'était trop bien, c'est pas possible qu'ils aient rien écrit à l'avance, ouais. Alors qu'en fait, les techniques d'impro qui permettent de faire ça. D'accord. Et donc, comment on se prépare pour un spectacle d'impro? Parce que dans un spectacle de théâtre, on apprend le texte, on répète la mise en scène, etc. Enfin, il y a un tas d'éléments qui sont un peu moins inconnus du public. Mais pour un spectacle de théâtre d'impro, ça reste un peu plus mystérieux. Qu'est-ce qui se passe dans les coulisses avant d'arriver sur scène? Comment on se prépare à ce spectacle-là? Donc, il y a 2 choses. Déjà, il y a les outils. Donc là, c'est vraiment en cours qu'on apprend à improviser. Donc là, on apprend des choses comme l'écoute, l'acceptation, le jeu de personnages, le jeu d'acteurs, la spontanéité, tout ce qui peut être aussi malice, c'est-à-dire vraiment se piéger les uns les autres, mettre du jeu, développer des jeux, etc. Donc tout ça, ça peut se faire en cours, pour on apprend les techniques. Et ça, c'est super important. Plus on va en faire et plus on va les maîtriser, et après plus on sera fluide et à l'aise sur scène. Et la deuxième étape, c'est quand tu veux créer un spectacle, c'est de travailler sur une mise en scène. Oui. Donc là, ça peut être, est-ce que tu as des entrées-sorties particulières? Est-ce que tu as un jeu avec le public à un moment? Est-ce que tu as des costumes? Je sais pas. Voilà, tu as plein de choses qui vont permettre de mettre en scène ton spectacle. C'est le décorum, on va dire. Ouais. Et ensuite, à l'intérieur de ce décorum, tu improvises des choses, des jeux, des histoires, des scènes, des sketchs, grâce aux outils que tu as appris. Ok. Combien de temps ça peut durer un spectacle d'impro? Ça dépend, non. Des fois, il y a une petite intervention de 10 minutes qui peuvent arriver. Des fois, tu as des spectacles de plusieurs heures, voire plusieurs jours. Oh là là. T'as des marathons d'impro, il n'y a aucune limite. Et donc, toi, qu'est-ce qui te plaît particulièrement dans cette discipline-là? Parce que tu as l'air complètement passionné par ça. Qu'est-ce que tu y trouves au fond? Alors moi, je trouve que ce qui me plaît plus, je pense, c'est la liberté qu'on a. Parce que tout est possible, on peut faire absolument tout ce qu'on veut. Ouais. Ça, c'est vraiment la première chose. Et la deuxième, c'est le côté artistique. C'est-à-dire que c'est très stimulant. Parce que, en effet, il faut faire de la mise en scène, il faut faire du jeu d'acteur, il faut faire de la scénarisation. On peut aussi jouer sur les musiques, les lumières, les ambiances. On peut travailler à plusieurs, on peut travailler seul. Enfin, il y a vraiment, c'est hyper stimulant artistiquement. D'accord. Et je pense que c'est peut-être un plus par rapport au théâtre à texte, où là, on est quand même dirigé par un metteur en scène. On suit un texte qui est déjà écrit. Et le théâtre à texte, c'est très stimulant pour beaucoup de choses. Mais je dirais que l'avantage de l'impro, c'est ça. C'est le côté très très polyvalent et très large. Je vais poser une petite question un peu polémique que j'ai déjà entendue. Quand on parle parfois du théâtre d'impro, parfois j'ai entendu des théâtreux, je vais les appeler comme ça, dire que au niveau du texte, ça n'aura jamais la même qualité qu'un texte de théâtre écrit par un auteur, un dramaturge, etc. Qu'est-ce qu'on peut répondre à ça? Alors, c'est vrai. Enfin, c'est vrai en un sens, c'est-à-dire que oui, quand quelqu'un passe plusieurs mois, voire plusieurs années à écrire un texte, c'est normal qu'il soit vraiment excellent. Et en effet, l'impro, c'est souvent
dénigré par les théâtreux à texte, on va dire, parce que en effet, on peut très vite en faire de l'impro. Ça demande pas beaucoup de préparation, ça demande juste à apprendre quelques outils. Et en fait, donc il y a un côté très amateur dans l'impro, c'est-à-dire que c'est vraiment accessible très très vite. Donc voilà, il y a de la bonne et de la mauvaise impro, on va dire. Et du coup, il y a des gens qui peuvent avoir cette image, mais c'est des gens qui se rendent pas compte de l'impact que ça peut avoir déjà sur les gens, notamment les jeunes. En disant que oui, c'est vrai qu'un texte écrit est très très bien, mais c'est en un sens faux parce que des fois, il y a des perles qui sortent en improvisation qui ne sortiront jamais sur une écriture à tête reposée. C'est vrai. Il y a la puissance de la spontanéité qui, des fois, sont génialissimes, brillantissimes. Donc, c'est en partie faux aussi parce que voilà, il peut y avoir des scènes d'impro qui sont sublimes et qui dépassent largement un texte écrit. Un public qui vient voir du théâtre, c'est pas le même que celui qui vient voir de l'impro. C'est-à-dire que le public qui vient voir de l'impro, il s'attend à voir des gens qui ne savent pas ce qu'ils vont faire. Donc, en fait, c'est ça l'attente aussi du public, c'est de voir comment ils se débrouillent, comment ils se retombent sur leurs pattes et comment ils avancent à partir d'une page blanche. Alors qu'un public qui vient voir du théâtre, il vient voir un texte qui est interprété, qui est joué et qui est sublimé. Donc, c'est juste pas la même approche. Et en fait, les gens qui disent l'impro c'est moins bien écrit que le théâtre, en fait, c'est juste que c'est pas la même chose, quoi. Donc, le bowling c'est pas bien que le foot. Oui, en fait, il faut comprendre que c'est pas du tout le même propos, quoi. Enfin, je veux dire, le théâtre d'impro n'a pas du tout les mêmes ambitions que le théâtre et vice versa. Enfin, chacun a ses caractéristiques et c'est ça justement qui les rend intéressants, chacun dans leur domaine, quoi. Exactement. Toi, tu es aussi prof d'impro. Ce qui m'intéresserait de savoir, c'est donc quand tu reçois tes élèves en début d'année, tu les suis donc sur tout un parcours, sur tout un cursus. Est-ce que tu as vu certains élèves justement, à travers le théâtre d'impro, s'ouvrir, évoluer? Est-ce que tu as quelques évolutions comme ça à nous partager? Ah oui, en fait, c'est incroyable. C'est déjà tous, en fait. Tous, en fait, on les voit vraiment progresser au jour le jour, quasiment. Et oui, il y a des fois, on sent qu'il y en a qui ont besoin de ça, ou en tout cas qui ont une petite... qui se brident d'une certaine manière, et le théâtre d'impro, ça les libère de manière folle. Donc oui, bien sûr, ça, à chaque cours, il y a vraiment des gens qui se transcendent grâce à ça. Et je suppose que là, la confiance que l'on a avec le groupe et avec le formateur, avec toi, donc, joue énormément. Je suppose qu'on ne peut pas lâcher prise, sortir de ses propres carcans si on ne se sent pas en confiance. Ouais, exactement. Donc, en effet, le formateur est important pour ça, notamment la pédagogie. Et c'est vrai que moi, j'utilise beaucoup en début d'année, en début de cursus, tout ce qui est rapport à l'erreur, rapport à l'échec, parce que ça, c'est vraiment à la base de l'improvisation, c'est accepter de faire des erreurs et comprendre qu'en fait, ces erreurs, c'est des perles pour improviser. Plus tu vas être dans le lâcher prise et dans l'acceptation de l'erreur ou de l'échec, et plus tu vas être en confiance. Et en fait, c'est là qu'il va y avoir les meilleures scènes qui vont apparaître, c'est quand tu oses faire des choses, et surtout tu te trompes et que tu sais rebondir sur tes erreurs. Donc ça, pour la confiance en soi, c'est magique. Ah bah oui. Carrément, oui. C'est vrai que l'impro, moi, je trouve que c'est une discipline vraiment magnifique, donc j'encourage le maximum de monde à essayer au moins, à tester, parce que, encore une fois, c'est très simple d'accès, et c'est vraiment hyper libérateur. Tu vois, on n'a pas trop parlé, mais c'est vrai que je commence à donner pas mal de cours dans les écoles, les collèges, les choses comme ça, enfin, pour les plus jeunes, on va dire. Et ça, je trouve que c'est quelque chose qui manque dans l'éducation nationale, dans les cursus scolaires, c'est l'art de communiquer. Alors c'est quasiment 100% des gens qui ont besoin de communiquer de manière efficace après dans leur carrière professionnelle. Donc pourquoi il n'y a pas des cours de communication, de théâtre, de lâcher prise, d'acceptation d'erreur dès le plus jeune âge, tu vois. Mais oui, carrément, c'est vrai que... Qui est très basé sur la compétition, sur la note et sur la performance. Mais des blocages, je pense, après chez les adultes, sur beaucoup de choses. On a besoin d'être le meilleur, etc. Alors que
être agile sur les erreurs et savoir s'adapter aux imprévus. Ouais. Et c'est une force qui est encore supérieure à la compétitivité, je pense. Je vous mets en barre d'infos et dans le descriptif de cet épisode tous les liens pour découvrir toutes les propositions artistiques de Robin, mais aussi toutes ses formations. Elles sont très nombreuses, éclectiques, que ce soit pour les particuliers ou pour les entreprises ou pour les groupes. Bref, je vous mets tout ça en barre d'infos. N'hésitez pas à aller voir, il y en a certainement une faite pour vous. On retrouve Robin donc dans le prochain épisode de l'entrée des coulisses le mois prochain et il nous parlera de Transmasque. C'est mystérieux, hein, Transmasque. Eh bien, soyez au rendez-vous le mois prochain. Il nous reste une 3e porte de coulisses à ouvrir. Et c'est l'occasion de retrouver Marion Lorgnet, la fondatrice de Théâtre en 1001 lieux. Marion participe à ce podcast depuis la saison 2 à travers la rubrique Tout ou presque. Elle vous raconte des aspects méconnus du monde du théâtre. Et sa première rubrique, dans ce premier épisode de la saison 3, elle va nous raconter son expérience au Festival d'Avignon. Car elle y était en tant que spectatrice et festivalière. Festival d'Avignon Off 2022, impressions et sensations. Arrivé à 8h dans la jolie cité d'Avignon, et après un passage incontournable à l'office de tourisme pour récupérer notre carte du Festival Off, qui permet des réductions sur tous les spectacles, et surtout le programme des pièces, nous voilà posés à une terrasse de café pour commencer le difficile dilemme. Que choisir ? Qu'allons-nous aller voir pendant ce Festival Off 2022 ? L'offre est énorme, avec plus de 1500 pièces. Après avoir bien sûr sélectionné les pièces de nos copains comédiens et nos incontournables d'Avignon, avec ceux qui y jouent depuis plus de 20 ans, comme Pierrette Dupoyer par exemple, qui joue cette année encore 2 spectacles dont un sur Joséphine Baker, nous voilà plongés dans le programme à la recherche d'autres pièces susceptibles de nous plaire. Et là, il faut reconnaître que le choix est énorme et qu'il y en a pour tous les goûts. De la comédie, du drame, des spectacles d'impro, des spectacles clownesques, de la danse. Avignon, c'est une multitude de pièces en tout genre. Et c'est à la fois agréable et complexe, parce que cela rend le choix très difficile. Nous prêtons l'oreille aux tables autour de nous pour écouter les avis des spectateurs. Et oui, Avignon, c'est surtout du bouche à oreille. Un couple de retraités à côté de nous nous conseille quelques pièces que nous ajoutons à notre sélection. Une autre façon de choisir ses pièces à Avignon, c'est se laisser séduire par le démarchage des différentes compagnies. Entre ceux qui distribuent leurs tracts en nous expliquant leur spectacle, ceux qui nous proposent des extraits de pièces en pleine rue, des déambulations costumées, notre choix finit enfin par se faire. Et c'est donc armé de notre plan que nous nous dirigeons maintenant vers notre premier théâtre pour découvrir notre premier spectacle de la liste. Et cette année, quelle chance! Toutes les pièces sélectionnées, nous les avons adorées. Je vous en donne 2-3 à suivre qui joueront très probablement à Paris ou en région cette année. La première, c'est Charlie 1939, écrit par Cliff Payet. C'est une plongée profonde, souriante et inattendue dans la tête du grand génie Charlie Chaplin. Celui-ci pensait qu'Hitler était son pire ennemi, mais il va finalement se rendre compte que son pire ennemi, c'est peut-être lui-même. J'ai beaucoup aimé le jeu des acteurs, notamment celui qui joue le frère de Charlie Chaplin. La mise en scène est assez originale et je vous conseille vraiment cette pièce. Deuxième spectacle que je vous conseille, et je vous en ai parlé dans mon introduction, c'est Joséphine, un pli pour vous de Pierrette Dupoyer. Pierrette Dupoyer est une habituée du Festival d'Avignon et des pièces historiques. Dans cette pièce, elle retrace l'histoire de Joséphine Baker au moment où celle-ci est chassée du château d'Émilandes. La pièce est archi documentée et pour cela, l'auteur qui écrit, met en scène et interprète est parti à la rencontre des 11 enfants de Joséphine Baker pour enrichir sa pièce de réels moments historiques. Bref, c'est une pépite. Toutefois, malgré de très bons moments passés dans les salles de spectacle, ce festival off est pour moi teinté d'une pointe d'inquiétude.
Et effectivement, beaucoup de très grosses productions parisiennes ont racheté des théâtres à Avignon et produisent des pièces qui ont déjà eu du succès. Et même si j'étais ravie de voir Une histoire d'amour d'Alexis Michalik à la Scala ou encore La machine de Tuerie, ces pièces ont déjà reçu des Molières et ont déjà eu énormément de spectateurs. Ils n'ont donc pas vraiment besoin de l'exposition qu'amène le festival. Par tradition, le festival Avignon est fait pour les petites compagnies qui ont besoin de visibilité et qui voilà une bonne façon de se faire découvrir et justement de se faire programmer le reste de l'année. Ces grosses productions ont tendance à attirer le public, ce qui est très bien et très normal. Encore une fois, ce sont des super pièces. Par exemple, j'ai adoré voir Alexis Michalik sur scène. J'y ai pris une vraie leçon de mise en scène et de justesse dans le jeu des acteurs. Mais voilà, si les petites compagnies qui dépensent énormément d'argent pour aller à Avignon ont du mal à s'y retrouver et ont du mal à trouver la rentabilité, ça m'inquiète un peu pour la suite. Car si ces compagnies ne s'y retrouvent pas, elles vont finir par plus venir au festival, car cela représente un investissement trop important. Et on va se retrouver uniquement avec des grosses productions qu'on a déjà vues à Paris, des pièces souvent aseptisées parce qu'elles sont faites pour durer un certain temps avec certains codes, des pièces où le rire doit tomber toutes les 7 secondes, etc. Et on va perdre ce côté créatif et ce côté expérimental qu'on pouvait retrouver à Avignon. Alors espérons que le festival off reste un festival off, où on va pouvoir continuer à retrouver une multitude de spectacles pour tous les goûts. Voilà, maintenant vous savez tout ou presque de mon festival d'Avignon Off 2022. Pour patienter jusqu'au prochain épisode, le 15 octobre, retrouvez-nous sur les réseaux sociaux. Les liens sont dans la description. Vous pouvez aussi partager cet épisode à votre entourage, artistes professionnels, artistes amateurs ou pas artistes du tout, mais simplement curieux, curieuses du monde artistique et de la vie culturelle. Cela nous aidera beaucoup pour continuer et grandir. Et si vous souhaitez vous amuser à expérimenter des exercices de théâtre qui pourraient même vous être utiles dans votre quotidien, filez sur notre site et inscrivez-vous à notre newsletter. Allez-y, on referme les coulisses.